Ah, mais c'est encore toi, je t'ai manqué? Ouais, je voulais savoir si je pouvais recharger mon téléphone dans ton labo, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, mais est-ce que tu savais que quand tu utilises ou que tu recharges ton téléphone, ça repose sur le même principe qu'une pile ou qu'un électrolyseur? Et ben tu sais quoi, pendant que ça charge, je vais t'expliquer tout ça, suis-moi. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec EduClever, un site d'accompagnement scolaire, et je tiens à les remercier car ce partenariat signifie échange et aide à la création. Je vous reparle d'EduClever à la fin de cette vidéo. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez au besoin mettre pause dans la vidéo et prendre des notes dans votre cahier de labo. Commençons par le commencement. Une cellule électrochimique, c'est un dispositif qui permet de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique ou vice-versa. On parle de pile lorsque la cellule convertit de l'énergie chimique en énergie électrique et d'électrolyseur dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque la cellule convertit de l'énergie électrique en énergie chimique. Dans cette conversion, il y a toujours un peu de perte par effet Joule sous forme d'énergie thermique. C'est pour ça que votre téléphone chauffe un peu lorsque vous l'utilisez ou que vous le rechargez. Enfin, lorsque le dispositif se comporte tantôt comme une pile, tantôt comme un électrolyseur, c'est-à-dire qu'il peut réaliser plusieurs fois des charges et des décharges, on appelle cela un accumulateur. Soyons clairs, tous vos appareils rechargeables sont équipés d'accumulateurs. Le terme cellule électrochimique englobe ces trois termes, pile, électrolyseur et accumulateur. Ok, mais alors comment on fait pour fabriquer une pile ou un électrolyseur? Pour obtenir une cellule électrochimique, il nous faut une réaction chimique mettant en jeu des transferts d'électrons, d'où le terme électrochimique. En chimie, les réactions d'oxydoréduction mettent en jeu des transferts d'électrons. Il y en a partout autour de vous. Le vin qui tourne au vinaigre, le fer qui rouille, les aliments que vous avez ingérés qui se transforment dans votre corps pour vous fournir de l'énergie, le vieillissement, tout ça, les amis, c'est de l'oxydoréduction. Dans toutes ces réactions, il y a transfert d'électrons entre les réactifs. Mais est-ce que ça suffit pour fabriquer une pile, ça? Bien sûr que non. Pour obtenir une pile, il faut quelque chose de plus, un courant. Un courant résulte du déplacement de charge à travers un conducteur. On a donc besoin par exemple d'un fil de cuivre pour faire apparaître un courant par déplacement d'électrons ou d'une solution ionique pour faire apparaître un courant par déplacement d'ions. Alors comment faire pour que ce courant apparaisse? En clair, pour former une pile? Pour avoir l'apparition d'un courant et donc d'une pile, il faut que le lieu de la réduction et que le lieu de l'oxydation soient différents mais reliés par un circuit électrique. Ce qui va obliger les électrons nécessaires à la réaction chimique à circuler de l'un à l'autre via deux électrodes et un circuit électrique extérieur. Pour être transférés, les électrons vont alors devoir voyager. Et des charges qui voyagent, mes chers amis, ça nous donne bien un courant. Vous l'avez votre pile. L'électrode où a lieu l'oxydation est appelée anode et celle où a lieu la réduction est appelée cathode. On peut se rappeler cette association de mots car ceux qui commencent par une voyelle vont ensemble, oxydation, anode, et ceux qui commencent par une consonne vont ensemble, réduction, cathode. Une pile étant constituée de ces deux électrodes, vous comprenez qu'on peut également appeler ces électrodes des demi-piles. Au sein de la cellule électrochimique, les deux compartiments sont reliés par une solution contenant beaucoup d'ions. Cette solution, c'est ce qu'on appelle un électrolyte. Et dans cet électrolyte, le passage du courant est assuré par les ions. Les ions étant par définition des porteurs de charge, on a bien un déplacement de charge, donc un courant. Mais ici, il s'agit d'un courant ionique, qui est créé par déplacement des ions. Dans certains cas, il est nécessaire de séparer l'électrolyte du côté de l'anode de celui du côté de la cathode pour éviter qu'ils se mélangent. On peut alors, afin de rendre possible le passage du courant, utiliser un pont salin. Pour mieux comprendre cela, je vous propose de voir un peu plus en détail le fonctionnement d'une pile très connue dans les classes de cours, la pile Daniel. Dans cette pile, l'anode est composée d'une plaque de zinc dans une solution de sulfate de zinc 2 et la cathode d'une plaque de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre 2. Dans ce cas de figure, on souhaite que les ions zinc 2, Zn2+, et les ions cuivre 2, Cu2+, restent chacun dans leur coin et ne se mélangent pas. C'est pourquoi on fait communiquer les deux compartiments à l'aide d'un pont salin. Dans cette pile, le couple à considérer à l'anode est le couple Zn2+Zn et le couple à considérer à la cathode est le couple Cu2+Cu. Si on relie électriquement le zinc au cuivre, la pile se met à fonctionner, à débiter un courant. Décrivons son fonctionnement et notamment la circulation des porteurs de charge. À l'anode a toujours lieu une oxydation. La demi-équation décrivant l'oxydation du zinc s'écrit Zn donne Zn2+ plus 2 électrons. Les électrons libérés à cette anode circulent dans le métal et passent dans le fil. Mais pour aller où? À la cathode. Ils vont être utilisés pour l'autre équation qui décrit la réduction des ions cuivre 2, Cu2+, donne Cu plus 2 électrons. Ainsi, les électrons vont de l'anode constituant le pôle négatif vers la cathode constituant le pôle positif de la pile.
Dans l'électrolyte, les anions, ici les ions sulfate SO4- et les ions nitrate NO3- du pont salin, suivent logiquement le même sens de circulation que les électrons. Les cations, ici les ions cuivre 2 Cu2+, et zinc 2 Zn2+, circulent dans le sens opposé. Et enfin, le sens du courant correspond au sens de circulation des charges positives, c'est-à-dire des cations. Il est donc simplement opposé à celui des électrons qui sont chargés négativement. Enfin, je peux écrire l'équation de la réaction du fonctionnement de cette pile en combinant les deux demi-équations redox qu'on a écrites avant, et cela donne Zn plus Cu2+ égale Zn2+ plus Cu. Je précise au passage que vous le voyez dans cette équation, les électrons n'apparaissent pas, puisqu'on l'a dit, les électrons ils ne sont ni créés ni consommés, ils circulent d'une électrode à l'autre, et donc on ne les retrouve pas dans l'équation bilan de fonctionnement d'une pile. Voilà pour la pile Daniel, mais c'est juste un exemple. En fait, on pourrait en constituer d'autres sur le même principe. Comme cela est le cas ici, il s'agit le plus souvent d'une plaque métallique constituée d'un métal noté M qui plonge dans une solution aqueuse contenant l'ion métallique associé qu'on peut noter Mn+. Le couple oxydant-réducteur est alors Mn+, M. Et on a deux demi-piles de cette nature reliées par un pont salin qui assure la conduction électrique dans la pile. Bien, alors est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Ouais, ça sert à quoi? À comprendre le fonctionnement d'une pile. Non mais je veux dire, la pile Daniel, elle sert à quoi? Ah, petit filou, non mais la pile Daniel, elle ne sert à rien, le courant qu'elle débite est bien trop faible. Non, c'est une pile d'intérêt pédagogique, parce que si tu as compris comment elle fonctionne, alors je vais pouvoir t'expliquer des choses encore plus intéressantes et te montrer ce petit dispositif, viens voir par ici, un peu plus sophistiqué. Il s'agit d'une pile à combustible, mais qui peut aussi se comporter comme un électrolyseur, donc une sorte de pile à combustible rechargeable. Finalement, j'ai plus le droit de dire que c'est une pile, donc c'est un accumulateur. Et on espère bien qu'avec ce dispositif, on va pouvoir faire tourner mon petit ventilo. Ce sera bien pratique pour l'été. Bon, le dispositif qu'on va étudier là, il possède deux fonctionnements. Un fonctionnement en électrolyseur pour former les réactifs dont on va avoir besoin, de sorte à fonctionner comme une pile et fournir de l'énergie électrique pour faire tourner quelque chose. On va commencer par le fonctionnement en électrolyseur qui va permettre de former les réactifs dont on a besoin pour la pile. Donc, pour réaliser l'électrolyse de l'eau, je vais utiliser un générateur dont le rôle va être d'apporter de l'énergie électrique qui va être convertie en énergie chimique, c'est-à-dire en formant des liaisons, pour former les réactifs, à savoir du dihydrogène et du dioxygène. Donc là, je vais brancher le générateur. Hop. Donc vous voyez, je mets les niveaux de liquide ici sont à 0, et au fur et à mesure, là j'allume le générateur, que l'électrolyse va se faire, on va accumuler du dihydrogène d'un côté, du dioxygène de l'autre. Et donc vous voyez, grâce à ces petits béchers gradués, je vais pouvoir mesurer les volumes de gaz que nous allons former. On en reparlera un petit peu plus loin. Et donc l'idée de cette électrolyse, c'est de décomposer l'eau en dihydrogène plus dioxygène. Bon, pour décrire le fonctionnement, il faut s'intéresser à deux couples redox pour l'eau. Le couple O2H2O et le couple H2O-H2. Du côté de l'anode, il y a oxydation de l'eau. Selon la demi-équation redox, 2H2O donne O2 plus 4H+, plus 4 électrons. Et du côté de la cathode, on peut écrire l'équation, et une fois qu'on a simplifié H2O, on se rend compte qu'il n'apparaît plus dans la demi-équation, et donc on a la demi-équation redox, 2H+, plus 2 électrons donne H2. Ok, donc maintenant qu'on a les demi-équations, allons un peu plus dans le détail. On voit qu'à l'anode, il y a formation de protons et d'électrons, alors qu'à la cathode, il y a consommation de protons et d'électrons. Finalement, il faut aussi parler du sens de circulation des charges que vous allez voir sur cette animation. Effectivement, les électrons vont circuler dans le circuit électrique extérieur, alors que les protons vont passer justement dans la membrane de cette pile à combustible qu'on appelle une membrane échangeuse de protons. Et donc ce n'est pas pour rien. Si bien que finalement, les protons et les électrons qui ont été libérés à l'anode vont être consommés à la cathode. C'est pourquoi quand vous écrivez l'équation bilan du fonctionnement de l'électrolyseur, en combinant les deux demi-équations redox précédentes, vous arrivez à la simple équation 2H2O donne O2 plus 2H2, et vous voyez que les protons et les électrons n'apparaissent plus. De manière générale, retenez bien que dans un conducteur métallique, ce sont les électrons qui assurent le passage du courant, alors que dans un conducteur électrolytique, une solution, ce sont les ions. Comme je vous l'ai dit plus tôt, un électrolyseur permet de convertir de l'énergie électrique en énergie chimique. Et c'est cette énergie électrique apportée par un générateur qui va permettre de forcer une réaction non spontanée. En effet, sans apport d'énergie extérieure, l'eau ne se décomposerait jamais spontanément en dihydrogène et en dioxygène.
Mais alors, ça soulève une question, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle d'énergie chimique? On parle de liaison chimique. Pour former 2 molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène à partir de 2 molécules d'eau, il faut casser des liaisons dans les molécules d'eau pour former les liaisons dans l'hydrogène et le dioxygène. Globalement, les liaisons sont plus fortes dans l'eau que dans le dihydrogène et le dioxygène. C'est surtout pour ça que le dihydrogène et le dioxygène peuvent réagir pour former de l'eau, et non l'inverse. Là, les amis, vous voyez, normalement, compte tenu de l'équation de réaction qui nous dit qu'on forme 2 fois plus de dihydrogène que de dioxygène, et compte tenu du fait que le volume molaire des gaz est quasi identique, on ne doit pas être surpris de récupérer 2 fois plus de dihydrogène que de dioxygène en volume, donc c'est bien ce qu'on attendait. Par ailleurs, vous voyez, là, ça y est, le dihydrogène commence à s'échapper de la cloche. Donc ça montre quoi? Ça montre que ça y est, j'ai fini de faire les stocks de réactifs, et donc je peux arrêter l'électrolyse pour qu'on passe au fonctionnement de la pile. Donc j'éteins mon générateur. Bien, nos stocks de réactifs sont prêts. Alors certes, c'est pas avec ça qu'on va faire tourner une voiture à hydrogène, mais on peut peut-être essayer de faire tourner mon petit ventilo, non? Allez, ok les amis, donc la pile qu'on va étudier maintenant, c'est une pile à combustible à hydrogène avec une membrane échangeuse de protons. L'hydrogène, c'est pas l'énergie du futur? Alors oui, il y en a qui te le vendent un peu comme ça. Bon, sans aller jusque-là, c'est vrai que l'hydrogène va être une source d'énergie qui a un rôle important à jouer dans la transition énergétique. Maintenant, attention, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup du dihydrogène qu'on produit s'accompagne aussi de la production de dioxyde de carbone. Et c'est pourquoi il y a de nombreux chercheurs et ingénieurs qui travaillent pour produire un hydrogène plus vert, autrement dit décarboné, qui est une vraie nécessité aujourd'hui. Dans ce cadre-là, justement, ces piles-là à combustible avec les membranes échangeuses de protons, elles ont un temps de réponse très rapide qui peuvent en faire des bons alliés pour stocker de l'énergie issue des sources d'énergie intermittentes comme le solaire ou l'éolien. Donc c'est vraiment des dispositifs qui ne sont peut-être pas encore assez compétitifs, mais qui pourraient le devenir dans les années à venir. Et c'est pour ça, jeunes savants, jeunes futurs chimistes, qu'on a besoin de gens compétents comme vous. Allez, au boulot! On revient au sujet, je vais vous montrer comment marche cette pile. Globalement, pendant que cette pile à combustible fonctionne, il se produit le processus inverse de l'électrolyse. Ça veut dire qu'on peut décrire son fonctionnement par l'équation de réaction suivante. 2H2 plus O2 donne 2H2O. Si on regarde ce qui se passe séparément à chaque électrode, on aura du côté de l'anode l'oxydation du dihydrogène, selon la demi-équation redox H2 donne 2H+, plus 2 électrons, et puis du côté de la cathode, on aura la réduction du dioxygène, selon l'équation O2 plus 4H+, plus 4 électrons donne 2H2O. Donc là, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Si on regarde à l'anode la demi-équation, on voit qu'il y a des protons et des électrons qui sont libérés. Les protons passent à travers la membrane échangeuse de protons, les électrons par le circuit électrique extérieur, et puis ils vont venir se combiner avec le dioxygène du côté de la cathode, ce qui va permettre de former les 2 molécules d'eau. Par rapport au cas de l'électrolyse qu'on a étudié avant, le rôle des électrodes est inversé. C'est-à-dire que du côté du dihydrogène, l'électrode qui jouait pendant l'électrolyse le rôle de cathode joue maintenant le rôle d'anode. Et inversement, de l'autre côté, du côté du dioxygène, l'électrode qui jouait le rôle d'anode pendant l'électrolyse joue maintenant le rôle de cathode. Bon, on va voir si ma pile à combustible permet de faire tourner cette hélice. Pour faire tourner une hélice, il faut de l'énergie mécanique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? C'est l'énergie électrique libérée par la pile qui doit être convertie en énergie mécanique. Et donc, pour ça, poup! Vous êtes prêts? Est-ce que le ventilo va marcher? Oui! Ah! Et donc, vous voyez, si on fait le bilan, on a d'abord de l'énergie chimique dans le dihydrogène et le dioxygène qui va être ensuite convertie en énergie électrique grâce à la pile, donc qui va libérer un courant, qui est ensuite converti en énergie mécanique pour faire tourner mon petit moteur et avoir mon petit ventilo fort sympathique. C'est trop cool, non? Moi, je suis hyper content. Franchement, c'est fantastique. Et vous vous dites que ça, c'est de l'énergie qui était contenue à la base dans des liaisons entre atomes d'oxygène dans le dioxygène et entre atomes d'hydrogène dans l'autre. Bon, vous voyez, il n'a pas tourné super longtemps. Bien, jeunes chimistes, avant de vous laisser partir, il me reste une chose importante à vous dire. Effectivement, une caractéristique importante d'une pile, c'est sa tension à vide. Et donc, la tension à vide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand une pile ne débite pas de courant, on peut mesurer la différence de potentiel entre ces bornes, et c'est ça qu'on appelle la tension à vide. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert? Eh bien, si par exemple, vous avez une pile et vous ne savez absolument pas qui est l'anode, qui est la cathode, en mesurant la différence de potentiel aux bornes de la pile, eh bien, vous pouvez
connaître ça. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un multimètre que je vais utiliser comme un voltmètre. Donc on fait ça à l'aide d'un voltmètre. Et tiens, approchez-vous un petit peu. Venez voir par ici. Et donc ce voltmètre, il est constitué de deux bornes, une borne V et une borne COM. L'idée, c'est qu'il va m'afficher une différence de potentiel qui sera toujours le potentiel de ce qui est branché à la borne V moins le potentiel de ce que j'ai branché à la borne COM. Donc par exemple, là je vais brancher un peu au hasard, la borne V, vous voyez, je vais la relier au côté de l'hydrogène. Donc ça veut dire que c'est le couple H2O-H2. Et puis la borne COM, je vais la relier au côté de l'oxygène. Donc ça veut dire que c'est le couple O2-H2O. Et puis maintenant, je vais mesurer, donc il faut évidemment mettre le bon calibre, la différence de potentiel. Donc là, vous voyez, j'ai moins 1,351, ce qui veut dire que ce qui compte là, c'est de voir que j'ai une différence de potentiel négative. Ça veut dire que le potentiel du côté du dihydrogène, ici on regarde ici, donc je mesure le potentiel du côté du dihydrogène moins le potentiel du côté du dioxygène. Donc si cette différence est négative, finalement, ça veut dire que le potentiel du côté du dihydrogène est inférieur au potentiel du côté du dioxygène. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, déjà la tension à vide, en général, on la définit positivement. Ça veut dire que si là j'ai mesuré moins 1,300 et quelques volts, eh bien, je donnerai la valeur positive pour la tension à vide. Le potentiel du côté du dihydrogène moins le potentiel du côté du dioxygène, c'est négatif, donc le potentiel du côté du dihydrogène est inférieur à celui du côté du dioxygène. Ainsi, j'ai identifié que le pôle négatif, c'est le côté du dihydrogène, et le pôle positif, le côté du dioxygène. Or, dans une pile, l'électrode négative, c'est toujours l'anode qui est siège de l'oxydation, et donc de l'oxydation du dihydrogène en eau. Et puis on a identifié que l'électrode positive, c'est celle du côté du dioxygène, donc qui se trouve être la cathode et qui est le siège de la réduction du dioxygène en eau. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, finalement, c'est que quand vous avez une pile, vous pouvez utiliser un voltmètre pour déterminer qui est l'anode, qui est la cathode, ainsi que la tension à vide. Conclusion. Voilà les amis, vous savez maintenant comment fonctionne une pile ou un électrolyseur. Bien sûr, si cette vidéo vous a aidé ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin et notamment comprendre un peu ce qu'il en est des accumulateurs lithium-ion à l'origine d'une révolution technologique importante, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet. Je vous mets comme d'habitude le lien en description et je pense que ça va vous passionner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie mon collègue et ami Olivier Méjean qui a fait toutes les animations de cette vidéo ainsi que Educlever qui est notre partenaire. C'est un éditeur de plateformes d'accompagnement scolaire comme Maxicours et Enseigno. Si vous souhaitez réviser tout au long de l'année ou vous préparer pour un examen par exemple, allez découvrir Maxicours, vous y trouverez des cours, des exercices, des quiz et des vidéos pour tous les niveaux de l'école primaire jusqu'au bac. Pour rejoindre notre grande famille de chimistes, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux ou aller directement visiter mon site blablaro-chimie.fr. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à bientôt au labo! Thank you.